Salut à tous, c'est passionné de code et bienvenue sur Code avec Abel. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept qui va littéralement changer la manière dont vous interagissez avec vos programmes Python. Vous savez, savoir coder, c'est génial. On écrit des lignes de code, on résout des problèmes et on voit des prints s'afficher dans la console. C'est beau tout ça. Mais soyons honnêtes, voir juste du test, c'est pas souvent le plus visuel ou le plus intuitif, n'est-ce pas? Et si je vous disais que vous pouvez passer de ça à ça? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Tkinter, la bibliothèque standard graphique de Python. Préparez-vous donc à redonner vie à vos codes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Abel Pouputa, je suis développeur. Je suis également étudiant ingénieur en première année de spécialisation à l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation. Sur cette chaîne, on partage tout ce qui concerne le développement web, l'intelligence artificielle et les systèmes d'information. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Let's go! Maintenant, c'est quoi Tkinter? Tkinter est la boîte à outils officielle de Python pour créer des interfaces utilisateurs graphiques, appelées en anglais Graphical User Interface. Elle est intégrée directement à Python, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de l'installer pour commencer. C'est un énorme avantage. Maintenant, pourquoi utiliser Tkinter? Elle permet une facilité d'apprentissage, une intégration native et résout un problème précis. Le problème qu'il résout est le suivant. Elle remplace nos prints et nos inputs que nous avons l'habitude de créer et de voir les résultats dans le terminal par une interface graphique avec des boutons, des champs de saisie et un menu offrant une expérience utilisateur plus modèle et interactive. Maintenant, comment construire une fenêtre Tkinter? Pour le construire, nous avons besoin de trois piliers essentiels qui sont la fenêtre principale, le widget et la boucle d'événements. Pour construire une app Tkinter minimale, nous n'avons besoin que de trois lignes qui sont là. Le widget permettra de mettre des éléments sur l'interface. Par exemple, sur l'interface Tkinter, nous pouvons mettre des textes, soit des boutons, soit des champs de saisie. Nous pouvons également mettre des listes d'éléments sélectionnables appelées list post, des cases accrochées appelées check button, des choix uniques parmi plusieurs appelés radio button et des menus déroulants dérivés de la fonction common boss de TTK de la bibliothèque Tkinter. Maintenant qu'on connaît ce qu'est Tkinter et comment ça fonctionne, nous allons maintenant passer à l'action. Vous allez venir sur votre bureau et créer un dossier nommé interface graphique. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'appuie sur le dossier, je fais double-clic, je rentre dans le dossier. Dans le dossier, une fois dans le dossier, je fais clic droit et j'appuie ouvrir avec code. Bon, chez vous, vous ne verrez rien dans le dossier. Moi, je l'ai déjà créé. Et j'ai déjà créé aussi un fichier début.py dans le dossier. Donc, une fois que c'est bon chez vous, vous irez dedans et dans le dossier, vous créez un fichier nommé début.py. Voilà le fichier. Une fois que le fichier est créé, maintenant, nous allons maintenant essayer de commencer par coder notre interface graphique. Pour ce faire, avant de coder ou bien de créer une interface graphique avec Tkinter, il faut d'abord importer la librairie ou bibliothèque nommée Tkinter. L'importation se fait de deux manières. Soit nous pouvons faire import Tkinter ou nous pouvons faire import Tkinter, soit nous pouvons faire aussi import Tkinter as tk, soit nous pouvons encore faire from Tkinter import all. Voilà les trois manières d'importer Tkinter. Mais la manière que je vous conseille est la troisième ligne. Donc, on supprime les deux premiers et on utilise ce qui est en troisième position. Une fois que la bibliothèque Tkinter est installée, on crée maintenant, on donne un nom de variable à notre fenêtre. Dans le cas, comme on veut créer une fenêtre, on donne comme nom de variable un nom qui s'apparente à ce qu'on veut construire. Donc, je donne comme nom fenêtre est égal à, je fais juste tk, grand T, petit k, les parenthèses.
puis je fais fenêtre.hello. Le main loop, c'est une boucle qui tourne à l'infini et qui permet de garder la fenêtre ouverte. Donc, pour construire une interface minimale, nous avons besoin de ces trois lignes. La première, c'est la ligne d'importation. La deuxième ligne, c'est la ligne qui ouvre l'interface. Et la troisième ligne, c'est la ligne qui maintient toujours l'interface gardée quand on compile notre code. Donc, je peux appuyer maintenant sur Run. Une fois que j'appuie sur Run, voilà. Vous voyez bien qu'il y a une interface, une petite interface de background couleur blanche qui s'affiche sur l'écran. Et quand on appuie sur ce qui est au milieu là, on voit que l'interface a grandi. Mais pour le moment, nous n'avons rien sur notre interface. Ok. Maintenant, nous allons maintenant commencer par personnaliser cette petite interface qu'on a créée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quand je recompile, quand nous recompilons ça, vous verrez que, voilà, un instant, voilà, qu'en haut, au niveau de cette interface, il est mis TK. Donc TK ici, c'est le nom par défaut qu'on donne à la fenêtre. Donc pour pouvoir nommer cette petite fenêtre qu'on vient de créer, il suffit juste de faire fenêtre.title et de dire par exemple bienvenue. Quand tu mets bienvenue et que tu appuies sur Run encore, vous voyez que le TK s'est transformé en bienvenue. Et quand vous en grandissez, vous voyez bien que le bienvenu s'est totalement affiché. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Bon, par défaut, vous verrez aussi que l'interface a pris des dimensions données. Et ça, c'est les dimensions que ça prend par défaut. Nous pouvons soi-même la personnaliser en lui donnant le nombre de la longueur et la longueur et la hauteur. Donc, pour pouvoir faire cette personnalisation, on utilise la fonction .géométrie de Tkinter. Ça fait fenêtre.géométrie. On ouvre les parenthèses, les accolades, puis on met maintenant la première valeur qu'on met ici, c'est pour la longueur. Je peux mettre 400 par exemple. Et entre la longueur et la largeur et la deuxième valeur, c'est la hauteur. Je peux mettre 200. Maintenant, entre la longueur et la largeur, on met cela pour dire que la longueur vaut 400 et la hauteur vaut 200. C'est une manière standard de pouvoir nommer le nombre, la taille et la hauteur avec Tkinter. Maintenant, quand on compile notre code, vous voyez bien que l'interface est agrandie en taille et en hauteur. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que nous avons déjà commencé par personnaliser notre petite interface graphique que nous avons créée. Après ça, vous pouvez aussi essayer de faire un truc. Actuellement, on voit que le fond, le background, l'arrière-plan de l'interface est totalement blanc. Maintenant, pour changer la couleur du background de la fenêtre tout entière, on utilise la fonction config de Tkinter pour pouvoir le faire. On fait fenêtre.config en parenthèse background est égal à. Et là, on met la couleur qu'on veut que notre background de l'interface graphique est. Maintenant, il y a une chose qu'on doit notifier. Les couleurs ici ne sont pas mises en français. Par exemple, on sait qu'en français, la couleur bleue, c'est bleu. En anglais, c'est bleu. Si j'essaie de mettre bleu et que je compile, ça me met une erreur et me dit qu'il ne connaît pas la couleur ayant pour nom bleu. C'est vraiment vrai parce qu'il prend toutes les couleurs, il considère que tout ce que l'utilisateur doit envoyer là doit être en anglais et du fait que c'est en anglais, ça doit s'apparenter à un nom de couleur. Donc, comme on sait qu'en anglais, pour écrire bleu, ça fait blue. On écrit exactement blue, le bleu en anglais. On compile maintenant. Une fois que c'est compilé, vous voyez que la transformation a bien été effectuée. Le background de notre petite interface est transformé en bleu. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre une autre couleur. Je peux mettre rouge par exemple. En anglais, ça fait red. Voilà. Je peux aussi mettre la couleur gris. En anglais, ça fait gris. Voilà. Donc, bon.
Nous allons laisser, pour la suite de ce que nous allons faire, nous pouvons laisser ça à créer. Maintenant, en dehors de ça, vous voyez que quand on ouvre l'interface, nous avons la possibilité de redimensionner manuellement. C'est-à-dire que quand je tire de côté, l'interface s'ouvre, ça s'agrandit en longueur. Quand je tire vers le bas, l'interface s'agrandit en hauteur également. Donc, pour pouvoir éviter ça, nous pouvons utiliser une fonction qui nous permet de le faire. C'est la fonction resizer de Tkinter. Maintenant, on fait fenêtre.resizable et entre les parenthèses, on met false false. False séparé par virgule et false. On compile. On voit maintenant que une fois qu'on a écrit, on a rajouté cette ligne de code, on voit maintenant que il est impossible d'agrandir notre petite interface qu'on a créée. J'essaie de l'agrandir en longueur et en hauteur, mais j'y arrive pas. Donc ça nous permet juste de conserver la taille de la fenêtre. On ne fait pas que la fenêtre s'agrandit au fil du temps, on fait juste que la fenêtre est pour longueur 400 pixels et pour longueur 200 pixels. Donc on fait juste la maintenir comme ça. On ne veut pas commencer par l'agrandir en pleine utilisation. Donc, c'est conseillé souvent quand vous créez des fichiers exécutables que nous allons voir dans la prochaine vidéo. C'est des fichiers, tu finis d'écrire ton code, tu le convertis sous forme d'application et quand tu cliques sur ça, ça s'ouvre directement comme une application sur ordinateur. Maintenant, après ça, nous avons aussi la possibilité, comme je l'avais dit à l'entame, quand je présentais la bibliothèque Tkinter, nous avons la possibilité, grâce au wikit, de mettre des tests, de mettre des boutons et de mettre des champs utilisateurs sur l'interface graphique. Maintenant, pour pouvoir mettre les tests sur l'interface graphique, on utilise la fonction label de Tkinter. Mettre des tests, fichier, des tests sur l'interface graphique. Pour pouvoir le faire, nous allons utiliser la fonction label. Donc, on crée toujours une variable dans laquelle on stocke ça. Comme je vais créer un label test, comme variable, je fais label underscore test. Et dans ça, j'utilise la fonction label de Tkinter. Label avec grand T, label. J'ouvre la parenthèse, je fais fenêtre, le nom de la fenêtre, virgule maintenant suivi du test qu'on veut mettre à l'écran. Le test qu'on veut mettre à l'écran, c'est par exemple bienvenue. Moi, c'est Abel. Et on fait. Une fois qu'on a mis le test là, maintenant on doit maintenant le placer. Parce qu'il y a des choses. Une chose est de mettre le test sur l'interface. Maintenant, l'autre chose est de savoir là où le mettre. Donc, quand on utilise cette ligne, permet juste de nous dire que nous avons vraiment créé le test. Maintenant, la deuxième option c'est de savoir maintenant là où on veut le mettre pour pouvoir positionner un test, un bouton, quel que soit le widget. Avec Tkinter, on utilise trois fonctions essentielles. Soit on utilise la fonction pack, soit on utilise la fonction grid, soit on utilise la fonction soit on utilise la fonction place. Voilà. Ces trois fonctions qui nous permettent de placer, de positionner des widgets. Quand je parle de widgets, c'est les tests, les boutons, les champs sur l'interface graphique. Donc, pour débuter, nous allons utiliser la fonction pack. Donc, pour positionner, je fais label s.pack et entre la parenthèse, j'ai plusieurs options. Pour pouvoir le mettre en haut de mon écran, c'est que en haut de l'interface, je fais side égale à top. Top en anglais, ça veut dire en haut. Je comprime beaucoup. Je vois vraiment que le test est venu. Moi, c'est Abel Pukuta a bien été mis sur l'interface graphique. Et bien évidemment, c'est en haut. Donc, pour pouvoir le mettre en bas, nous pouvons changer le top en bottom. Tout est en anglais. Voilà. Vous voyez bien que votre test est affiché en bas.
pouvoir le mettre au milieu, je pense que dans ce cas, c'est plus side. C'est plutôt est. Paint égale à trop. C'est une convention de Python qui nous le dit quand même. Voilà, là on voit que c'est centré, que c'est au milieu. Et quand on veut le mettre à droite et à gauche, on fait side égale à. C'est toujours en anglais. Pour le mettre à droite et pour le mettre à gauche, on utilise left. Bon, vous allez voir qu'avec cette fonction, pack, nous n'avons pas la possibilité de le positionner à des endroits spécifiques. Raison pour laquelle, pour la suite de la vidéo, nous allons plus nous concentrer sur l'utilisation de place. Place lui permet de faire quoi? Bon, d'abord, essayons d'abord de regrouper les différentes fonctions de pack. La fonction pack, il prend quoi? Il prend, on va essayer de créer une bloc de commentaires ici. Voilà, la fonction pack. Il prend soit side égal à top. Il prend encore soit side égal à bottom pour dire que c'est vers le bas. Il prend encore soit side est égal à quoi? C'est égal à ça, c'est pour dire que c'est la gauche. Left. Side égal à right pour dire que c'est à droite. Et maintenant, il prend expand égal à trop pour dire que c'est au centre. Voilà. Ici, c'est pour dire que c'est en haut. Ici, c'est pour dire que c'est en bas. Ici, c'est pour dire que c'est à gauche. Ici, c'est pour dire que c'est à droite. Oups. Voilà. C'est pour dire que c'est au centre. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à la fonction à la fonction place. Avec le place, on ne fait plus je vais mettre ça à gauche, je vais mettre ça à droite, je vais mettre ça en haut, blabla. Mais on fait plutôt quoi? On essaie de trouver un point d'ajustement et là on veut mettre le test. Place, ça prend deux choses essentiellement. Ça prend le ins et le y. Le ins, c'est la distance en termes de route, en termes de longueur, et y, c'est la distance en termes de hauteur. Quand je fais par exemple x égale à 0, y est égal à 0, et que j'essaie d'afficher le test, vous allez voir que c'est en haut quelque part là dans un coin. Voilà. Or, quand on déplace le x à 10, à 100 par exemple, pour pouvoir, bon, pour une meilleure lisibilité, voilà, quand on déplace le x et qu'on met sa valeur à 100, vous verrez que c'est déplacé, bon, faire le milieu comme ça. C'est tout à fait normal. C'est pour dire que le x là, ça agit en termes de longueur et le y agit en termes de hauteur. Par exemple, si je mets le y et bon, je ramène le x à 50, vous verrez que ça va encore diminuer et quitter la droite et la gauche. L'interface était ouverte. OK. Voilà. Vous voyez que ça a diminué. Maintenant, quand je mets le y à 50 et à 30 par exemple, 30 c'est mieux. 30, vous voyez que ça ne colle plus le haut, mais ça descend un peu. Voilà. Donc, le place nous permet de placer, de mieux placer, quel que soit l'endroit sur l'interface graphique, le différent widgets. Donc, c'est tout. Il y a aussi le grid qui est utilisé. Ça permet d'agir comme le grid, c'est comme une grille. Donc, lui prend la ligne et la colonne. Il prend row qui est la ligne et colonne qui est la colonne. Donc, c'est utilisé plus quand on veut générer plusieurs tests d'un seul coup, ou bien plusieurs boutons, ou bien plusieurs widgets d'un seul coup. Donc, on va pas l'aborder de façon, on va pas l'aborder en globalité, mais nous allons le voir dans les applications que nous verrons dans quelques instants. Donc, on retient quoi? La fonction pack permet de faire tout ça. Qu'en est-il de la fonction place? La fonction place
permet de faire quoi? Il permet juste de positionner les widgets sur l'interface partout. C'est que partout, quoi, il n'y a pas que il peut placer le test des portes en haut, en bas, partout, jusqu'à là où tu veux. Or, quand on utilise place à des endroits spécifiques, on ne peut que le mettre en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Voilà. Et la fonction create, elle permet de faire la même chose comme packer et place. Mais sa particularité est qu'elle est utilisée plus quand on veut générer plusieurs widgets d'un seul coup. Par exemple. Ah, c'est ça. C'est tout. Donc, une fois que c'est bon, nous ramenons, on remet encore notre place ici. Bon, je vous ai dit qu'on va plus utiliser place. Donc, on remet encore place là. Ça fait ici est égal. On peut le mettre à 10 pixels en quittant de la gauche. Voilà, faire le milieu. Et en quittant le haut vers le bas, on le met de 10 également. Quand on compute, nous voyons que ça ne se colle, ça se colle plus totalement euh, au bordure de la gauche et au bordure du haut. Donc ça s'est déplacé, ça converge petitement vers le centre. Voilà. Donc là, il voit que l'arrière-plan du test est blanc. C'est vilain. Bon, c'est pas trop vilain, mais quand il y a trop de tests, on peut dire que c'est vilain. Maintenant, nous voulons maintenant que le test que nous venons d'afficher, qui a dont l'arrière-plan est blanche, est de couleur blanche. Nous voulons maintenant avoir ce test. Nous voulons maintenant que ce test ait la même couleur que la couleur background de l'interface elle-même. Pour ce faire, nous entrons directement dans les personnalisations. Comment personnaliser maintenant le widget? Ici, je prends juste l'exemple d'un label d'afficher un test. C'est pareil pour tous les autres widgets. C'est pareil pour les tests, pour les boutons, pour les champs d'entrée et autres. Donc, pour la personnaliser, il y a d'abord le premier paramètre qui est le font. Le font permet de donner le type de police. On peut mettre calibré et figure. Le font prend un tuple. Le premier élément du tuple, c'est le type de police et le deuxième élément, c'est la taille de la police. Maintenant, après ça, on a encore le paramètre BG. Le paramètre BG qui veut dire background. Gardez ça bien en tête. BG, ça veut dire background. Et comme on veut que notre test ait le même arrière-plan que l'interface elle-même, comme notre interface avait pour arrière-plan gray, qui est la couleur gris, nous allons également mettre ici la couleur gris. Et maintenant, FG, c'est la couleur qu'on veut que le test ait. Par défaut, vous verrez bien que le test a une couleur blanche. Maintenant, nous voulons maintenant changer la couleur du test. Nous pouvons mettre par exemple, bon, nous le laissons d'abord et nous essayons d'afficher pour voir ce que ça fait. Ok, on veut de changer le background et on voit que par défaut, le test a une couleur noire. Maintenant, pour changer la couleur noire, on fait FG. Le FG, c'est pour changer la couleur du test. Maintenant, vous pouvez mettre quelle que soit la couleur que vous voulez. Moi, je mets la couleur red, qui est la couleur rouge, par exemple. Et quand je compile mon truc, je vois que le test est affiché en rouge. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, nous avons aussi la possibilité de faire quoi?
Après avoir défini le type de police, la taille, le background, le FG, je pense que c'est les personnalisations minimales dont on aura besoin pour la suite des exercices. Ok, après ça, nous allons aussi essayer de créer un bouton. Pour créer un bouton, on crée d'abord un nom de variable qui est similaire ou bien qui est sensiblement proche de la fonction qu'on veut utiliser. C'est souvent comme ça dans les langages de programmation. Ce que ton bloc de code veut faire, il faut que le nom de variable que tu utilises s'adapte ou bien soit assez compréhensible pour que après tu ne te perdes pas dans la compréhension de ton code. Donc pour le faire, nous créons une variable bouton avec petit b et dans cette variable maintenant on met bouton sur la fenêtre et sur le bouton nous voulons avoir le test affiché. Nous faisons un bouton maintenant. Donc créer le bouton. La deuxième option maintenant c'est de pouvoir la placer quelque part. On peut le mettre à 30, y est égal à 40. Voilà. Donc, vous voyez qu'un bouton a été créé et quand je clique sur ça, ça agit comme un bouton. Un bouton. Ça clique, clique. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ce bouton aussi, nous pouvons changer l'arrière-plan, le background. Nous pouvons le mettre à vert, par exemple, green, qui est la couleur vert en anglais. FG, la couleur du test, en blanc. White, qui est la couleur blanche. Je vous ai dit que le FG, le PG, toutes les couleurs, et la bibliothèque utilise les couleurs en anglais. Le FG, les backgrounds et le PG prend les couleurs en anglais. Ok. Une fois que c'est fait, voilà. Vous voyez bien que l'arrière-plan du bouton s'est transformé en vert, que le texte qui s'affiche sur ça, qui est affiché, est bien évidemment en blanc. Nous pouvons encore le changer en jaune. Jaune en anglais, ça veut dire yellow. Voilà, vous voyez bien que le texte est vraiment en jaune. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer à quoi? Nous allons essayer maintenant de faire de petites applications pour pouvoir mieux comprendre la bibliothèque Tkinter. Pour pouvoir cerner tout ça, nous allons passer à de petites applications. Voilà la liste de tout ce que nous allons faire au cours de cette vidéo. Notre première réalisation. Nous allons créer dans un premier temps, à l'aide de la bibliothèque graphique Tkinter, une interface graphique qui affiche des champs de saisie demandant à l'utilisateur de saisir un nombre entier et en cliquant sur le bouton de validation, le deuxième champ affiche le double du nombre saisi. C'est-à-dire, si l'utilisateur entre dans le champ 2, notre deuxième champ doit lui renvoyer 2 fois 2 qui est le double de 2. Donc, à la fin, nous voulons avoir un truc comme ça, où là où il y a entré la valeur de n, l'utilisateur peut entrer par exemple 2, et s'il appuie sur le bouton calcul, ça lui renvoie dans le second champ 4. Et quand il appuie sur clear, ça efface les deux champs, l'intérieur, le contenu des deux champs. On va maintenant passer à l'action. Pour ce faire, nous rendons toujours dans notre logiciel Visual Studio Code et on crée un nouveau dossier, un nouveau fichier nommé EXO1.py. Dans ça, nous allons faire la première condition d'abord, c'est d'importer Tkinter. N'importe Tkinter avec la manière que je vous ai conseillé. From Tkinter import all. La dernière chose qu'on fait maintenant, c'est de donner un nom à la fenêtre. La troisième chose, c'est de faire fenêtre.mainlog. On compile pour voir si notre fenêtre minimale fonctionne au moins. Une fois qu'on appuie, on voit que ça fonctionne. Maintenant, on essaie maintenant de donner une dimension à notre fenêtre. Je peux pousser ceci en bas. Le fenêtre.mainlog reste toujours à la fin. Donc, on peut l'écarter, on peut le mettre jusqu'en bas, histoire d'écrire le reste du contenu entre fenêtre et fenêtre.mainlog. Donc, ce que l'on fait maintenant, on essaie maintenant de donner dimension à notre fenêtre. Fenêtre.géométrie. Pour donner dimension, on utilise la fonction géométrie. Géométrie, je mets par exemple 400 fois 300. Je compute au code. Je vois que c'est pas assez suffisant parce qu'on doit mettre deux champs là. Pas encore en bas.
Je peux aussi augmenter un peu la hauteur à 400. Voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, moi, je ne veux pas une couleur blanche comme background. Je change la couleur. Et pour changer la couleur de la fenêtre, on fait fenêtre.config. À l'intérieur, on met background à gris. Parce que j'aime bien la couleur grise. Voilà, c'est bon. De temps en temps, on va afficher un petit test. Donc, aussi, c'est bon. Nous pouvons d'abord le laisser comme ça. Et essayer d'afficher un petit test à l'écran pour dire appel fenêtre test. Calcul du double d'un nombre. Je fais ça et j'essaie, voilà, c'est bon. J'essaie de mettre le background, le PJ, qui est le background, à la même couleur que celle de la fenêtre et je mets le test à white, à blanc. Et pour le positionner, j'utilise pack, le place plutôt, excusez-moi, le place, et je le mets à 0,0 pour le moment. J'affiche un truc, je vois que le test est en haut petit quelque part là. C'est la police, la taille est trop petit et la police aussi n'est pas jolie. Pour ce faire, je peux essayer d'ajouter le paramètre font qui prend la police et la taille de la police. Je peux mettre ça à time comment. Voilà. C'est une sorte de police aussi qui est dans Word. Où on va trouver les différentes polices. Vous pouvez aller dans Word et chercher dans la barre de recherche ici. Mon Word n'est pas allumé actuellement, mais vous pouvez aller dans Word et le faire quand même et chercher les polices et autres. Comme ça à notamment. Voilà. Vous allez voir que l'écriture est un peu différente et assez jolie. Donc, on voit que le test calcule le double d'un nombre réel et un peu dans le coin. Maintenant, pour le déplacer de la gauche vers la droite, on se base sur, on se base sur la longueur. Maintenant, comme on sait que c'est la is qui gère la longueur, on peut essayer d'augmenter un peu notre is qui est l'abscisse. Voilà. Is à 10, on voit que ça a quitté un peu le coin. On peut encore augmenter un peu, je le mets à 40. Enfin, 40, c'est pas toujours bon, c'est pas trop bon. Je peux le mettre à 50. Voilà. À 50, ça peut aller. Maintenant, bon, on laisse le test, la couleur du test comme ça, et c'est bon. On va maintenant créer quoi? Le but, c'est de créer deux champs. Le premier champ prend un nombre entier, un nombre réel et calcule le double. Et le double qui est calculé sera envoyé dans un second champ. Maintenant, comment créer un champ avec un TechInter? Pour créer, d'abord, nous voulons créer deux champs. Donc, je sais que là maintenant, j'aurai deux noms de variables. J'aurai champ 1 et j'aurai champ 2. Donc, quand je fais champ 1, en minuscule, bien sûr, champ 1. Et je vais en avoir aussi, je fais champ 2. Le champ 1, pour pouvoir créer un champ avec TechInter, essayez de documenter ceci, histoire que ça ne nous génère pas des erreurs. On utilise la fonction entrée de TechInter fenêtre. Et maintenant, on donne la taille de la fenêtre. Vous voyez de quoi je parle. Voilà. Bon, d'abord, on ne donne pas la taille, mais on utilise le font. On dit toujours que c'est time. Et que la police est 14. Et on veut maintenant que le test qui sera au niveau du champ soit en noir. Maintenant, quand je compile, je ne vois aucun champ sur l'interface. C'est tout à fait normal. Vous pouvez rien voir parce qu'on a créé le champ, mais on n'a pas placé sur l'interface. Donc, pour le placer, on utilise place et le mettre is égale à 0 toujours. Et le y, on sait que comme le y joue sur l'axe des ordonnées sur la verticale, c'est qu'on veut descendre en is, en y du moins. Comme le premier était déjà y égale à 0, si je mets encore
le Y là est égal à 0, vous verrez ce que ça va faire. Vous voyez que les deux seront confondus. Donc, le mieux, c'est que je fais un peu en bas pour pouvoir placer mon champ 1. Voilà. Je suis un peu allé en bas. Et c'est bon. Maintenant, c'est pas cette rendu que nous voulons avoir. Nous voulons avoir comme rendu. Nous voulons avoir ceci. Devant le champ, nous voulons avoir entrer la valeur de n. Et après ça, maintenant, devant le label, entrer la valeur de n, nous voulons maintenant avoir le champ, la case qui est là. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'avant même, on constate maintenant qu'avant même de créer le champ, nous allons d'abord créer un label encore. Voilà, un label 1 qui veut dire label, comme est sur la fenêtre, on met le test à entrer la valeur de 1, entrer la valeur de n. On met toujours, on fait un copie, on vient ici, on copie tout ce qui est là, on copie la même chose et on colle là. Voilà. Et maintenant, on essaie de le placer. On fait le label point place. On le met à x égale à 0. On le met pour y égale à 100. Voilà, on va le mettre. Donc, quand je mets ça là, je vois là que le test entrer la valeur de n est quelque part en bas là. Maintenant, c'est pas sur le même alignement que le champ. Or, pour pouvoir mettre deux choses, deux widgets sur le même alignement, ils doivent avoir le même y, c'est-à-dire que la même valeur de y. Vous allez voir que si je mets par exemple, je mets maintenant le champ, le y du champ à 100, vous verrez que, ok, je n'ai pas arrêté le programme. Voilà. Donc, si je mets maintenant le y est égal à 100, on ne voit plus le label entre la valeur de n. C'est parce que les deux sont confondus qu'on ne les voit pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On essaie maintenant de les déplacer, c'est-à-dire que le champ là, le son is, on va le mettre à 100 pour voir ce que nous allons voir. Nous voyons que là maintenant, à partir de là, le label entre la valeur de n commence par apparaître. Donc, c'est bel et bien le champ qui est avec caché entre la valeur de n. Donc, pour plus de clarté, nous allons l'augmenter encore en is. Donc, nous quittons le is de 100 à 150. Bon, c'est pas encore bon. On vient à 200. À 200, c'est bon. C'est bon. Pouvons le laisser comme ça. Donc, nous allons faire pareil pour le champ numéro 2. Il suffit de faire un copier-coller de tout ce que nous allons faire pour le champ 1 et juste de changer le nom. Au lieu de label 2, on va mettre label 1. Au lieu de label 1, nous allons mettre label 2. Au lieu de champ 1, nous allons mettre champ 2. Au lieu de champ 1, nous allons aussi mettre champ 2. Pour effacer ceci. Là maintenant, nous allons aussi effacer la valeur du test qui est là. Là, ça doit être le double de n faux. C'est bon. Et ça ne doit pas être sur la même alignement. Nous allons juste jouer sur le y et ramener un peu en bas. Pour le ramener en bas, on va juste augmenter de 50. On voit que c'est bien bon. Maintenant, le champ aussi, on doit augmenter aussi les champs de 50. Donc, ça va faire 150. Là, on est bon. Maintenant, on va créer maintenant un bouton. Qui va nous permettre de calculer le double sur lequel, avec ce bouton, si on appuie sur le bouton, ça va nous calculer le double. On répète la même chose. On fait copier-coller de fond. Je vous ai dit que la personnalisation, c'est la même chose. Tout ce qu'on fait, les widgets, c'est quoi? C'est les labels, les centrés, les champs et les boutons. Tout ce qu'on fait au label, on peut le faire au centré et on peut également le faire au bouton.
Donc, pour placer le bouton, j'essaie de le mettre en bas, please. Et pour le mettre en bas, je peux tout garder le x égale à 0 et je joue juste sur le y. Le y, c'est pour aller c'est pour jouer sur la verticale. Comme le bas, comme on veut aller vers le bas, on essaie juste d'augmenter la valeur de y. Quand le y est égal à 200, on voit que le y est là. Je peux l'augmenter en x pour que ça ne colle pas trop le bord gauche. Je le mets à 150. Quand on le met à 150, on voit que ça c'est un peu centré et ça nous va largement. Nous voulons maintenant juste essayer de modifier le background du bouton. Nous pouvons mettre le background du bouton à faire green à minuscule et le test à white, c'est bon. À white. Voilà, là on voit que c'est assez compréhensible. Maintenant, quand on a maintenant quelque chose dans notre champ et qu'on appuie sur calculer, on ne voit rien pour le moment. Donc, on va créer une fonction qui va faire quoi? La fonction sera notée action. On met passe. Le but de la fonction serait de faire quoi? De récupérer l'élément, ce qui est sur le champ 1, de le prendre, de vérifier si c'est un entier. Si c'est un entier, de calculer le double et le mettre dans le deuxième champ. Maintenant, s'il prend l'élément qui est dans le champ 1 et qu'il voit que ce n'est pas un entier, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un message d'erreur pour dire que, cher utilisateur, veuillez bien entrer un nombre, non une chaîne de caractères. Donc, si c'est compris dans le passé à l'action, pour pouvoir récupérer le nombre, la valeur du nombre qui est entré dans le champ 1. Le champ 1, c'est quoi? Le champ 1, c'est la valeur qu'on entre ici. Par exemple, si je mets 12 là, ma valeur et ma variable valeur que je veux créer va stocker ce 12. Maintenant, il vérifie maintenant que si ce 12 là est un entier. Si c'est un entier, il calcule le tout et il affiche ici et ça va donner 24. Mais si ce n'est pas le cas, il va nous afficher un message toujours dans le même champ là. Un message disant juste erreur peut-être. Et là, l'utilisateur sera obligé d'entrer encore une valeur. Et si cette valeur est un nombre, le calcul sera donc bien effectué. Donc c'est tout. Au niveau de action, dans valeur, j'écris une variable value. C'est mieux, value, c'est mieux. Value va récupérer. Value, c'est le champ 1. Voilà. Sera le contenu du champ 1. Value va récupérer le contenu du champ 1. Là, c'est bon. Maintenant, on fait un try except. Un try except, c'est une notion de Python qu'on fait pour pouvoir éviter, pour pouvoir gérer les erreurs d'un seul coup. Maintenant, on fait try un essai maintenant de voir. Bon, je peux laisser ça, mais c'est aussi bon de l'aborder. Donc, pour faire ce try except, ça fonctionne comment? On essaye d'utiliser la variable comme un nombre. Et comme on considère que c'est un nombre, et on change le type, on convertit le type en entier. Maintenant, si la valeur est un entier, donc c'est bon, on peut calculer le double. Donc le double faudra donc 2 fois value. Et pour mettre le double dans notre champ, on juste fait dans notre champ 2, on fait champ 2, point insert 0 double. Maintenant, except pour dire que si c'est pas un nombre, au niveau du champ 2, il faut juste insérer le 0, c'est pour dire que à partir du début jusqu'à la fin, mais erreur. Voilà. Donc, si on appuie sur Home et qu'on essaie d'entrer la valeur pour une valeur de M, par exemple, j'appuie sur calculer, mais je ne vois rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait normal. Ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau du bouton, nous allons l'associer à une commande. On fait commande égale à le nom de la fonction action. Voilà. À partir de là, on va compiler notre code et qu'on va mettre 12. Si on appuie sur calculer, ça nous calcule bien le double de 12 qui est 24. Quand j'appuie encore sur calculer, je fais un petit constat. Je vois qu'il y a 24 qui se suit. C'est comme si ça calcule le 24, mais ça n'efface pas la variable qui est là avant de calculer à nouveau le double. Donc pour éviter ça, avant même de mettre le double,
nous allons vérifier si le champ est vide ou pas. Peu importe si le champ est vide ou pas, nous allons supprimer tout ce qui est dedans, du début jusqu'à la fin. Et ce qui fait qu'on a champ de pointillé, entre parenthèses 0,1. Nous allons faire pareil au niveau de l'affichage du message d'erreur. Pointillé 0,1. Voilà. Quand je compile le code, je vois bien que si j'entre la valeur de 12 et que j'appuie sur 24, ça marche bien. Quand j'appuie encore calculer, les 24 ne se dupliquent pas. Donc quand j'appuie maintenant 10, je vois bien que le double de 10 est 20. Quand j'appuie 3, je vois bien que le double de 3 c'est 6. Et c'est bon. C'est tout. Nous pouvons aussi essayer de créer un bouton clear par exemple qui va permettre de nettoyer le champ 1 et 2. Ça va juste permettre de nettoyer le contenu du champ 1 et 2. Et pour nettoyer le champ, on fait champ point delete. Quand on veut nettoyer les deux champs, on fait juste champ 1.delete du début jusqu'à la fin, ça qui fait le 0,1 et le champ delete du début jusqu'à la fin, ça qui fait le 0 jusqu'à 1. C'est tout. Donc il suffit juste de copier ce bout de code parce qu'on vient encore créer un bouton. Et je colle. Et le nom du bouton maintenant, je remplace ça par bouton clear. Et ici, au niveau de place, je fais underscore clear aussi. Au niveau de place, je ramène le place à 100. Et maintenant, je mets juste clear ici. Et au niveau de la commande, je mets clear. Et ça va ouvrir la parenthèse. Et je compile mon code. Je vois bien qu'il y a le bouton clear là. Quand j'appuie 12, quand je tape 12 et que je calcule le taux, quand j'appuie sur clear, ça m'efface le contenu des deux champs. Super. Bien, je vois que les deux champs sont collés. Je peux essayer de diminuer en is, en le mettant à is égale à 80. Voilà. Quand j'appuie sur 12, calculer, c'est bon. Quand j'appuie sur clear, ça efface les deux. Voilà. Nous venons de finir avec notre première application avec la bibliothèque Tkinter. Maintenant, nous allons passer à la deuxième application qui dit quoi? Qui dit de créer un programme Python qui propose à l'utilisateur une fenêtre Tkinter lui demandant de saisir un entier n et lui renvoie tous les diviseurs de n. Donc c'est assez simple. Donc nous allons rapidement écrire le code. Nous nous rendons dans Visual Studio Code et on crée là un fichier nommé exo2.py. Mais bon, ce que nous allons faire pour ne pas perdre assez de temps, nous allons copier simplement tout ce qui est dans les autres 1 dans les autres 2. Parce qu'on aura besoin de la même chose et on recompile exo2.py. Le contenu de exo2, si vous faites directement la copie, sera identique avec celle de l'exo1.py. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Dans le cas ici, on veut toujours les deux champs, mais on va remplacer le test calcul le double d'un nombre réel par calcul les diviseurs d'un nombre réel. Donc, on le fait rapidement. Je remplace calcul le double d'un nombre réel par trouver les diviseurs d'un nombre réel, d'un nombre entier, d'un nombre. Voilà, c'est mieux comme ça. D'un nombre L. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore recompiler et voici ça va nous donner. Une fois que je recompile, c'est bon, trouver les diviseurs d'un nombre L. Maintenant, si l'utilisateur entre la valeur de n, notre deuxième champ est censé retenir les diviseurs de n sont. Donc nous allons changer le double de n vaut par les diviseurs de n vaut, val du moins. Ou bien les diviseurs de n sont. Donc, c'est ça, oui. On écrit les diviseurs de n sont. Je compile mon truc. Ça va marcher. Ok, on attend quelques instants. Ok, c'est bon. Là maintenant, est bon. Maintenant, on laisse toujours le bouton clear, voilà, et le bouton calculer.
Tout ça, vous pouvez le personnaliser et le rendre plus joli à votre cuisine. Donc, comme c'est une de ces applications, sinon le bouton clear, nous pouvons changer pour le bouton clear qui est là, le background, et le mettre en rouge, par exemple. Et c'est aussi d'augmenter un peu sa longueur pour que ce soit un peu joli. TH est égal à 15 par exemple. Là bon. Mais quand en faisant ça couvre totalement le bouton. Nous pouvons laisser ça comme ça. Mais vous pouvez changer la couleur comme je l'ai fait là. Non, c'est bon. Maintenant, nous allons maintenant éditer nos fonctions. La fonction clear joue toujours son rôle. Mais la fonction calculer maintenant, dans ce cas maintenant, doit prendre le nombre et calculer tous les diviseurs. Donc, nous viendrons au niveau de notre fonction action. On supprime tout ce qui est là. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On récupère valeur est égal le champ 1.get. Quand on fait d'entrer le truc, on fait toujours notre 3. Et on voit si c'est un nombre ou pas. Quand c'est un nombre, on le convertit en entier. Et là maintenant, on cherche tous ces diviseurs. On le convertit en entier et aussi, voilà, c'est bon. En entier, là pour le moment. Et du fait qu'on l'a converti en entier, on cherche maintenant ces diviseurs. Les diviseurs d'un nombre, ce sont les diviseurs. Les diviseurs d'un nombre, c'est tout nombre qui le divise et la réponse donne un entier. C'est-à-dire, soit on peut aussi dire que, on dit que i est un diviseur de n si le mot, si la division est de n par i donne un entier et qu'on trouve un reste nul. C'est bon. Donc c'est la même chose, c'est ce principe qu'on va utiliser ici. Donc, comme on cherche les diviseurs de n qui est value, on fait maintenant une boucle for i in range partant de 1 jusqu'à ce nombre elle-même. On sait que la boucle for en utilisant range, le range part de n, part du début jusqu'à la fin moins 1. Mais comme nous veut prendre en compte le n, raison pour laquelle on a mis le n plus 1 à la fin ici, pour pouvoir prendre en compte le n aussi. Donc, si on voit que, c'est pas n, c'est value. Voilà. Là, si on voit que, bon, pour plus de clarté, on peut mettre n. Voilà. Au lieu de mettre value. Ici aussi n. Voilà. Si on voit que n modulo, ça permet de calculer le reste de la division euclidienne de n par i. Quand on voit que le reste donne 0, alors c'est un diviseur. Alors, i est un diviseur de n. Donc, on va créer une liste ici, qui est une liste vide. Et quand on voit que c'est un diviseur, on ajoute à la liste là le i. C'est bon. Dans le cas échéant où c'est pas un nombre, on fait tout la même chose. Bon, ceci on le fait directement. On fait champ de point delete. On efface tout sur l'écran d'abord. Et dans le champ, on met insert de 0. Bon, après de 0, on met erreur. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons compiler le code pour voir ce que ça va donner. Champ 12 par exemple, j'appuie sur calculer. Ça me renvoie erreur. C'est tout à fait normal parce que on n'a pas encore fini. On n'a pas dit voilà ce qu'on veut avoir si le champ, si le nombre est vraiment un entier, on parcourt et on ajoute les éléments à la liste. Après avoir ajouté les éléments à la liste, on va maintenant faire champ 1, champ 2 de moins point, insert après de 0 la liste. On copie notre code pour voir ce que ça va donner. Ça va avoir toujours erreur. Ok. On se concentre. Pourquoi ça fait ça? Ok. Voilà l'erreur.
C'est pas n égale à int de champ 1, c'est int de n. Voilà. Désolé pour l'erreur. Et maintenant, tape 12 par exemple, calculer. Voilà. Maintenant, on voit que là maintenant, le champ 2 contient tous les diviseurs de 12. 1 divise 12, 2 divise 12, 3 divise 12, 4 aussi, 6 aussi, et lui-même. Quand on prend un nombre, ces diviseurs, d'abord, ces premiers diviseurs, c'est d'abord 1 et lui-même. Ouais. Et en dehors de ça, maintenant, on cherche les autres diviseurs. Raison pour laquelle notre book for a commencé par 1 et se termine par le nombre elle-même. Mais comme c'est range, on sait que le range se termine par n-1. Donc, comme on veut prendre n en compte, c'est la raison pour laquelle on a fait n plus 1 à la fin du range. C'est tout. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On fait un test de 23 sans avoir tous les diviseurs, ça donne 1 et 23. 45, ça donne 1, 23, c'est pas juste. J'appuie sur clear d'abord. Je mets encore 45. Calculer, voilà, ça m'envoie bien et bien les diviseurs de 45. Quand j'appuie encore 40, calculer, ça ajoute à laisser encore des diviseurs. Or, ceci, ça peut, on avait vu dans la première application que le fait que ça ajoutait ça comme ça, c'est parce qu'on n'a pas mis le delete du début jusqu'à la fin après qu'il ait calculé le nombre de diviseurs de chaque nombre. Donc, pour éviter ça, au début ici de notre champ, de là où on insère la liste dans le champ, on peut d'abord faire champ 2.delete 0 jusqu'à n. Et quand on le fait, quand on copie notre code, on appuie 45, calculer, 45 calculer, ça reste toujours la même chose. J'appuie sur clear, je peux essayer encore avec 10. Ça donne mon affiché 1, 2, 5 et 10. Voilà, c'est bon. C'est pour toute cette vidéo. Maintenant, c'est quoi Tkinter? Tkinter est la boîte à outils officielle de Python pour créer des interfaces utilisateurs graphiques, appelées en anglais Graphical User Interface. Elle est intégrée directement à Python, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de l'installer pour commencer. C'est un énorme avantage. Maintenant, pourquoi utiliser Tkinter? Elle permet une facilité d'apprentissage, une intégration native et résout un problème précis. Le problème qu'il résout est le suivant. Elle remplace nos prints et nos inputs que nous avons l'habitude d'écrire et de voir les résultats dans le terminal par une interface graphique avec des boutons, des champs de saisie et un menu offrant une expérience utilisateur plus modèle et interactive. Maintenant, comment construire une fenêtre Tkinter? Pour le construire, nous avons besoin de 3 piliers essentiels qui sont la fenêtre principale, le widget et la boucle d'événements. Pour construire une app Tkinter minimale, nous n'avons besoin que de 3 lignes qui sont là. Le widget permettra de mettre des éléments sur l'interface. Par exemple, sur l'interface Tkinter, nous pouvons mettre des textes, soit des boutons, soit des champs de saisie. Nous pouvons également mettre des listes d'éléments sélectionnables appelés list post, des cases accrochées appelées check button, des choix uniques parmi plusieurs appelés radio button et des menus déroulants dérivés de la fonction common boss de TTK de la bibliothèque Tkinter. Maintenant qu'on connaît ce qu'est Tkinter et comment ça fonctionne, nous allons maintenant passer à l'action. Vous allez venir sur votre bureau et créer un dossier nommé interface graphique. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'appuie sur le dossier, je fais double-clic, je rentre dans le dossier. Dans le dossier, une fois dans le dossier, je fais clic droit et j'appuie ouvrir avec code. Bon, chez vous, vous ne verrez rien dans le dossier. Moi, je l'ai déjà créé et j'ai déjà créé aussi un fichier début.py dans le dossier. Donc, une fois que c'est bon chez vous, vous irez dedans et dans le dossier, vous créez un fichier nommé début.py. Voilà le fichier. Une fois que le fichier est créé, maintenant, nous allons maintenant essayer de commencer par coder notre interface graphique. Pour ce faire, avant de coder ou bien de créer une interface graphique avec Tkinter, il faut d'abord importer la librairie ou bibliothèque nommée Tkinter.
L'importation se fait de deux manières. Soit nous pouvons faire import tkinter ou nous pouvons faire nous pouvons faire import tkinter, soit nous pouvons faire aussi import tkinter as tk, soit nous pouvons encore faire from tkinter import all. Voilà les trois manières d'importer tkinter. Mais la manière que je vous conseille est la troisième ligne. Donc, on supprime les deux premiers et on utilise ce qui est en troisième position. Une fois que la bibliothèque tkinter est installée, on crée maintenant, on donne un nom de variable à notre fenêtre. Dans le cas, comme on veut créer une fenêtre, on donne comme nom de variable un nom qui s'apparente à ce qu'on veut construire. Donc, je donne comme nom fenêtre est égal à, je fais juste tk, grand T, petit k, les parenthèses, puis je fais fenêtre, point, hello. Le main loop, c'est une boucle qui tourne à l'infini et qui permet de garder la fenêtre ouverte. Donc, pour construire une interface minimale, nous avons besoin de ces trois lignes. La première, c'est la ligne d'importation. La deuxième ligne, c'est la ligne qui ouvre l'interface. Et la troisième ligne, c'est la ligne qui maintient toujours l'interface gardée quand on compile notre code. Donc, je peux appuyer maintenant sur Room. Une fois que j'appuie sur Room, voilà. Vous voyez bien qu'il y a une interface, une petite interface de background couleur blanche qui s'affiche sur l'écran. Et quand on appuie sur ce qui est au milieu là, on voit que l'interface a grandi. Mais pour le moment, nous n'avons rien sur notre interface. Ok. Maintenant, nous allons maintenant commencer par personnaliser cette petite interface qu'on a créée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Quand je le compile, quand nous compilons ça, vous verrez que, voilà, un instant, voilà, qu'en haut, au niveau de cette interface, il est mis tk. Donc tk ici, c'est le nom par défaut qu'on donne à la fenêtre. Donc pour pouvoir nommer cette petite fenêtre qu'on vient de créer, il suffit de faire fenêtre.title et de dire par exemple bienvenue. Quand tu mets bienvenue et que tu appuies sur Room encore, vous verrez que le TK s'est transformé en bienvenue. Et quand vous agrandissez, vous voyez bien que le bienvenue s'est totalement affiché. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Bon, par défaut, vous verrez aussi que l'interface a pris des dimensions données. Et ça, c'est les dimensions que ça prend par défaut. Nous pouvons soi-même la personnaliser en lui donnant le nombre de la longueur et la longueur et la hauteur. Donc, pour pouvoir faire cette personnalisation, on utilise la fonction .géométrie de tkinter. Ça fait fenêtre.géométrie. On ouvre les parenthèses, les accolades, puis on met maintenant la première valeur qu'on met ici, c'est pour la longueur. Je peux mettre 400 par exemple. Et entre la longueur et la largeur, et la deuxième valeur, c'est la hauteur. Je peux mettre 200. Maintenant, entre la longueur et la largeur, on met ici là pour dire que la longueur vaut 400 et la hauteur vaut 200. C'est une manière standard de pouvoir nommer le nombre, la taille et la hauteur avec tkinter. Maintenant, quand on compile notre code, vous voyez bien que l'interface est agrandie en taille et en hauteur. Donc, à partir de là, nous pouvons dire que nous avons déjà commencé par personnaliser notre petite interface graphique que nous avons créée. Après ça, vous pouvez aussi essayer de faire un truc. Actuellement, on voit que le fond, le background, l'arrière-plan de l'interface est totalement blanc. Maintenant, pour changer la couleur du background de la fenêtre tout entière, on utilise la fonction config de tkinter pour pouvoir le faire. On fait fenêtre.config en parenthèse background est égal à, et là on met la couleur qu'on veut que notre background de l'interface graphique est. Maintenant, il y a une chose qu'on doit notifier, les couleurs ici ne sont pas mises en français.
Par exemple, on sait qu'en français, la couleur bleue, c'est bleu. En anglais, c'est blue. Si j'essaie de mettre bleu et que je compile, ça me met une erreur et me dit qu'il ne connaît pas la couleur input non plus. C'est vraiment vrai parce qu'il prend toutes les couleurs, il considère que tout ce que l'utilisateur doit envoyer là doit être en anglais et du fait que c'est en anglais, ça doit s'apparenter à un nom de couleur. Donc, comme on sait qu'en anglais, pour écrire bleu, ça fait blue. On écrit exactement blue, le bleu en anglais et on compile maintenant. Une fois que c'est compilé, vous voyez que la transformation a bien été effectuée. Le background de notre petite interface est transformé en bleu. Voilà. Donc, vous pouvez aussi mettre une autre couleur. Je peux mettre rouge par exemple. En anglais, ça fait red. Voilà. Je peux aussi mettre la couleur gris. En anglais, ça fait gris. Voilà. Donc, bon. Nous allons laisser, pour la suite de ce que nous allons faire, nous pouvons laisser ça à gris. Maintenant, en dehors de ça, vous voyez que quand on ouvre l'interface, nous avons la possibilité de redimensionner manuellement. C'est-à-dire que quand je tire de côté, l'interface s'ouvre, ça s'agrandit en longueur. Quand je tire vers le bas, l'interface s'agrandit en hauteur également. Donc pour pouvoir éviter ça, nous pouvons utiliser une fonction qui nous permet de le faire. C'est la fonction resizer de Tkinter. Maintenant on fait fenêtre.resizable et entre les parenthèses, on met false false. False séparé par virgule et false. On compile. On voit maintenant que une fois qu'on a écrit, on a rajouté cette ligne de code, on voit maintenant que s'il est impossible d'agrandir notre petite interface qu'on a créée. J'essaie de l'agrandir en longueur et en hauteur, mais j'y arrive pas. Donc ça nous permet juste de conserver la taille de la fenêtre. On ne fait pas que la fenêtre s'agrandit au fil du temps, on fait juste que la fenêtre est pour longueur 400 pixels et pour longueur 200 pixels. Donc on fait juste la maintenir comme ça. On ne veut pas commencer par l'agrandir en pleine utilisation. Donc c'est conseillé souvent quand vous créez des fichiers exécutables que nous allons voir dans la prochaine vidéo. C'est des fichiers, tu finis d'écrire ton code, tu le convertis sous forme d'application et quand tu cliques sur ça, ça s'ouvre directement comme une application sur ordinateur. Maintenant, après ça, nous avons aussi la possibilité, comme je l'avais dit à l'entame, quand je présentais la bibliothèque Tkinter, nous avons la possibilité, grâce au widget, de mettre des tests, de mettre des boutons et de mettre des champs utilisateurs sur l'interface graphique. Maintenant, pour pouvoir mettre les tests sur l'interface graphique, on utilise la fonction label de Tkinter. Mettre des tests affichés, des tests sur l'interface graphique. Pour pouvoir le faire, nous allons utiliser la fonction label. Donc, on crée toujours une variable dans laquelle on stocke ça. Comme je vais créer un label test, comme variable, je fais label underscore test. Et dans ça, j'utilise la fonction label de Tkinter. Label avec grand L, label. J'ouvre la parenthèse, je fais fenêtre, le nom de la fenêtre, virgule maintenant suivi du test qu'on veut mettre à l'écran. Le test qu'on veut mettre à l'écran, c'est par exemple bienvenue. Voilà, c'est et on fait. Une fois qu'on a mis le test là, maintenant on doit le placer. Parce qu'il y a deux choses. Une chose est de mettre le test sur l'interface. Maintenant, l'autre chose est de savoir là où le mettre. Donc, quand on utilise cette ligne, permet juste de nous dire que nous avons vraiment créé le test. Maintenant, la deuxième option c'est de savoir maintenant là où on veut le mettre pour pouvoir positionner un test, un bouton, quel que soit le widget. Avec Tkinter, on utilise trois fonctions essentielles. Soit on utilise la fonction pack, soit on utilise la fonction grid, soit on utilise la fonction
quoi déjà? Soit on utilise la fonction plus. Voilà. C'est ces trois fonctions qui nous permettent de placer, de positionner des widgets. Quand je parle de widgets, c'est les tests, les boutons, les champs sur l'interface graphique. Donc, pour débuter, nous allons utiliser la fonction pack. Donc, pour positionner, je fais label test.pack et entre la parenthèse, j'ai plusieurs options. Pour pouvoir le mettre en haut de mon écran, c'est que en haut de l'interface, je fais sign égal à top. Top en anglais, ça veut dire en haut. Je comprime beaucoup. Je vois vraiment que le test est venu. Moi, c'est Abel Pukuta a bien été mis sur l'interface graphique. Et bien évidemment, c'est en haut. Donc, pour pouvoir le mettre en bas, nous pouvons changer le top en bottom. Tout est en anglais. Voilà. Vous voyez bien que votre test est affiché en bas. Pour pouvoir le mettre au milieu, je pense que dans ce cas, c'est plus side. C'est plutôt est. Paint égale à trop. C'est une convention de Python qui nous le dit quand même. Voilà, là on voit que c'est centré, que c'est au milieu. Et quand on veut le mettre à droite et à gauche, on fait side égale à. C'est toujours en anglais. Pour le mettre à droite et pour le mettre à gauche, on utilise left. Bon, vous allez voir qu'avec cette fonction, pack, nous n'avons pas la possibilité de le positionner à des endroits spécifiques. Raison pour laquelle, pour la suite de la vidéo, nous allons plus nous concentrer sur l'utilisation de place. Place lui permet de faire quoi? Bon, d'abord, essayons d'abord de regrouper les différentes fonctions de pack. La fonction pack, il prend quoi? Il prend, on va essayer de créer une bloc de commentaires ici. Voilà, la fonction pack. Il prend soit side égal à top. Il prend encore soit side égal à bottom pour dire que c'est là le bas. Il prend encore soit side est égal à quoi? C'est égal à ça, c'est pour dire que c'est la gauche. Left. Side égal à right pour dire que c'est à droite. Et maintenant, il prend spin égal à trop pour dire que c'est au centre. Voilà. Ici, c'est pour dire que c'est en haut. Ici, c'est pour dire que c'est en bas. Ici, c'est pour dire que c'est à gauche. Ici, c'est pour dire que c'est à droite. Oups. Voilà. Ici, c'est pour dire que c'est au centre. Okay. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer à la fonction à la fonction place. Avec le place, on ne fait plus je vais mettre ça à gauche, je vais mettre ça à droite, je vais mettre ça en haut, blabla. Mais on fait plutôt quoi? On essaie de trouver un point d'ajustement et là on veut mettre le test. Place, ça prend deux choses essentiellement. Ça prend le int et le y. Le int, c'est la distance en termes de hauteur, en termes de longueur, et y c'est la distance en termes de hauteur. Quand je fais par exemple x égale à 0, y est égal à 0 et que j'essaie d'afficher le test, vous allez voir que c'est en haut quelque part là dans un coin. Voilà. Or quand on déplace le int à 10 à 100 par exemple pour pouvoir pour une meilleure lisibilité, voilà, quand on déplace le int et qu'on met sa valeur à 100, vous verrez que c'est déplacé, faire le milieu comme ça, c'est tout à fait normal. C'est pour dire que le int là, ça agit en termes de longueur et le y agit en termes de hauteur. Par exemple, si je mets le int et bon, je ramène le int à 50, vous verrez que ça va encore diminuer et quitter la droite et la gauche. Cette fois, était ouvert, ok. Voilà. Vous voyez que ça a diminué. Maintenant, quand je mets le y à 50 et à 30 par exemple, 30 c'est mieux.
30, vous voyez que ça ne colle plus le haut, mais ça descend un peu. Voilà. Donc, le place nous permet de placer, de mieux placer, quel que soit l'endroit sur l'interface graphique, le différent widgets. Donc, c'est tout. Il y a aussi le grid qui est utilisé. Ça permet d'agir comme des. Le grid, c'est comme une grille. Donc, lui, il prend la ligne et la colonne. Il prend rang qui est la ligne et colonne qui est la colonne. Donc, c'est utilisé plus quand on veut générer plusieurs tests d'un seul coup, ou bien plusieurs boutons, ou bien plusieurs widgets d'un seul coup. Donc, on ne va pas l'aborder de façon, on va pas l'aborder en globalité, mais nous allons le voir dans les applications que nous verrons dans quelques instants. Donc, on retient quoi? La fonction pack permet de faire tout ça. Qu'en est-il de la fonction place? La fonction place permet de faire quoi? Il permet juste de positionner les widgets sur l'interface partout. C'est que partout, quoi, il n'y a pas que il peut placer le test n'importe où, en haut, en bas, partout, jusqu'à là où tu veux. Or, quand on utilise place à des endroits spécifiques, on ne peut que le mettre en haut, soit en bas, soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Voilà. Et la fonction grid, elle permet de faire la même chose. Comme pack et place. Mais sa particularité est qu'elle est utilisée plus quand on veut générer plusieurs widgets d'un seul coup. Par exemple. Ah, c'est ça. C'est tout. Donc, une fois que c'est bon, nous ramenons, on remet encore notre place ici. Bon, je vous ai dit qu'on va plus utiliser place. Donc, on remet encore place là. Ça fait insert égal. On peut le mettre à 10 pixels en quittant de la gauche. Voilà, faire le milieu. Et en quittant le haut vers le bas, on le met de 10 également. Quand on peut voir que ça ne se colle plus totalement au produit de la gauche et au produit du haut. Donc ça s'est déplacé, ça converge petitement vers le centre. Voilà. Donc là, il voit que l'arrière-plan du test est blanc. C'est vilain. Bon, c'est pas trop vilain, mais quand il y a trop de tests, on peut dire que c'est vilain. Maintenant, nous voulons maintenant que le test que nous venons d'afficher, qui est dont l'arrière-plan est blanche, est de couleur blanche. Nous voulons maintenant avoir ce test. Nous voulons maintenant que ce test ait la même couleur que la couleur background de l'interface elle-même. Pour ce faire, nous entrons directement dans les personnalisations. Comment personnaliser maintenant le widget? Ici, je prends juste l'exemple d'un label d'afficher un test. C'est pareil pour tous les autres widgets. C'est pareil pour les tests, pour les boutons, pour les champs d'entrée et autres. Donc, pour la personnaliser, il y a d'abord le premier paramètre qui est le font. Le font permet de donner le type de police. On peut mettre calibré et figure. Le font prend un tuple. Le premier élément du tuple, c'est le type de police et le deuxième élément, c'est la taille de la police. Maintenant, après ça, on a encore le paramètre BG. Le paramètre BG qui veut dire background. Gardez ça bien en tête. BG, ça veut dire background. Et comme on veut que notre test ait le même arrière-plan que l'interface elle-même,
comme notre interface avait pour arrière-plan gray, qui est la couleur gris, nous allons également mettre ici la couleur gris. Et maintenant, FG, c'est la couleur qu'on veut que le test ait. Par défaut, vous verrez bien que le test a une couleur blanche. Maintenant, nous allons changer la couleur du test. Nous pouvons mettre par exemple, bon, nous le laissons d'abord et nous essayons d'afficher pour voir ce que ça fait. Ok, on vient de changer le background et on voit que par défaut, le test a une couleur noire. Maintenant, pour changer la couleur noire, on fait FG. Le FG, c'est pour changer la couleur du test. Maintenant, vous mettez quelle que soit la couleur que vous voulez. Moi, je mets la couleur red, qui est la couleur rouge, par exemple. Et quand je comprime mon truc, je vois que le test est affiché en rouge. Donc, c'est un peu ça. Donc, après ça, nous avons aussi la possibilité de faire quoi? Après avoir défini le type de police, la taille, le background, le FG, je pense que c'est les personnalisations minimales dont on aura besoin pour la suite des exercices. Ok, après ça, nous allons essayer de créer un bouton. Pour créer un bouton, on crée d'abord un nom de variable qui est similaire ou bien qui est sensiblement proche de la fonction qu'on veut utiliser. C'est souvent comme ça dans les langages de programmation. Ce que ton bloc de code veut faire, il faut que le nom de variable que tu utilises, sa date ou bien soit assez compréhensible pour que après tu ne te perdes pas dans la compréhension de ton code. Donc pour le faire, nous créons une variable bouton avec petit b et dans cette variable maintenant on met bouton sur la fenêtre et sur le bouton vous pouvez avoir le test affiché. Nous faisons un bouton maintenant. Nous allons créer le bouton. La deuxième option maintenant c'est de pouvoir la placer quelque part. On peut le mettre à 40, y est égal à 40. Voilà. Donc, vous voyez qu'un bouton a été créé et quand je clique sur ça, ça agit comme un bouton. Un bouton. Ça clique, clique. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ce bouton aussi, nous pouvons changer l'arrière-plan, le background. Nous pouvons le mettre à faire, par exemple, green, qui est la couleur vert en anglais. FG, la couleur du test en blanc. White, qui est la couleur blanche. Je vous ai dit que le FG, le PG, toutes les couleurs, la bibliothèque utilise les couleurs en anglais. Le FG, les backgrounds et le PG prend les couleurs en anglais. Ok. Une fois que c'est fait, voilà. Vous voyez bien que l'arrière-plan du bouton s'est transformé en vert, que le test qui s'affiche sur ça qui est affiché est bien évidemment en blanc. Nous pouvons encore le changer en jaune. Jaune en anglais qui veut dire yellow. Voilà, vous voyez bien que le test est vraiment en jaune. Donc c'est un peu ça. Maintenant, nous allons passer à quoi? Nous allons essayer maintenant de faire de petites applications pour pouvoir mieux comprendre la bibliothèque TechInter. Pour pouvoir cerner tout ça, nous allons passer à de petites applications. Voilà la liste de tout ce que nous allons faire au cours de cette vidéo. Notre première réalisation. Nous allons créer dans un premier temps, à l'aide de la bibliothèque graphique TechInter, une interface graphique qui affiche des champs de saisie, demandant à l'utilisateur de saisir un nombre entier. Et en cliquant sur le bouton de validation, le deuxième champ affiche le double du nombre saisi. C'est-à-dire, si l'utilisateur entre dans le champ 2, notre deuxième champ doit lui renvoyer 2 fois 2 qui est le double de 2. Donc, à la fin, nous voulons avoir un truc comme ça, où là où il y a entré la valeur de n, l'utilisateur peut entrer par exemple 2, et s'il appuie sur le bouton calcul, ça lui renvoie dans le second champ 4. Et quand il appuie sur clear, ça efface les deux champs, l'intérieur, le contenu des deux champs. On va maintenant passer à l'action. Pour ce faire, nous rendons toujours dans notre logiciel Visual Studio Code et on crée un nouveau dossier, un nouveau fichier nommé EXO1. Dans ça, nous allons faire la première condition d'abord, c'est n'importe TechInter. N'importe TechInter avec la manière que je vous ai conseillé. From TechInter import all.
La deuxième chose qu'on fait maintenant, c'est de donner un nom à la fenêtre. La troisième chose, c'est de faire fenêtre.main-lob. On compile pour voir si notre fenêtre minimale fonctionne au moins. Une fois qu'on appuie, on voit que ça fonctionne. Maintenant, on essaie maintenant de donner une dimension à notre fenêtre. Je peux pousser ceci en bas. Le fenêtre.main-lob reste toujours à la fin. Donc, on peut l'écarter, on peut le mettre jusqu'en bas, histoire d'écrire le reste du contenu entre fenêtre et fenêtre.main-lob. Donc, ce que l'on fait maintenant, on essaie maintenant de donner dimension à notre fenêtre. Fenêtre.géométrie. Pour donner dimension, on utilise la fonction géométrie. Géométrie, je mets par exemple 400 fois 300. Je compile au code. Je vois que c'est pas assez suffisant parce qu'on doit mettre le champ là. Pas encore en bas. Je peux aussi augmenter un peu la hauteur à 400. Voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Donc, moi, je ne veux pas une couleur blanche comme background. Je change la couleur. Et pour changer la couleur de la fenêtre, on fait config. On fait fenêtre.config. À l'intérieur, on met background à gris. Parce que j'aime bien la couleur grise. Voilà. C'est bon. De temps en temps, on va afficher un petit test. Donc, aussi, c'est bon. Nous pouvons d'abord le laisser comme ça. Et essayer d'afficher un petit test à l'écran pour dire label fenêtre test. Calcul du double d'un nombre. Je fais ça et j'essaie, voilà, c'est bon. J'essaie de mettre le background, le PG, qui est le background, à la même couleur que celle de la fenêtre et je mets le test à white, à blanc. Et pour le positionner, j'utilise le place plutôt, excusez-moi, le place, et je le mets à 0,0 pour le moment. J'affiche un truc, je vois que le test est en haut petit quelque part là. C'est la police, la taille est trop petite et la police aussi n'est pas jolie. Pour ce faire, je peux essayer d'ajouter le paramètre font qui prend la police et la taille de la police. Je peux mettre ça à time roman. Voilà. C'est une sorte de police aussi qui est dans Word. Vous pouvez trouver les différentes polices. Vous pouvez aller dans Word et chercher dans la barre de recherche ici. Mon Word n'est pas allumé actuellement, mais vous pouvez aller dans Word et le faire quand même et chercher les polices et autres. Comme ça à Nuta Roman. Voilà. Vous allez voir que l'écriture est un peu différente et assez jolie. Donc on voit que le test calcule le double d'un nombre réel et un peu dans le coin. Maintenant pour le déplacer de la gauche vers la droite, on se base sur on se base sur la longueur. Maintenant, comme on sait que c'est la is qui gère la longueur, on peut essayer d'augmenter un peu notre is qui est l'abscisse. Voilà. Is à 10, on voit que ça a quitté un peu le coin. On peut encore augmenter un peu, je le mets à 40. Voilà, 40, c'est pas toujours bon, c'est pas trop bon. Je peux le mettre à 50. Voilà. À 50, ça peut aller. Maintenant, on laisse le test, la couleur du test comme ça, et c'est bon. On va maintenant créer quoi? Le but, c'est de créer deux champs. Le premier champ prend un nombre entier, un nombre réel et calcule le double. Et le double qui est calculé sera envoyé dans un second champ. Maintenant, comment créer un champ avec un TechInter? Pour créer, d'abord, nous voulons créer deux champs. Donc, je sais que là maintenant, j'aurai deux noms de variables. J'aurai champ 1 et j'aurai champ 2. Donc, quand je fais champ 1, en minuscule, bien sûr, champ 1. Et je vais en avoir aussi, je fais champ 2. Pour le champ 1, pour pouvoir créer un champ avec TechInter, essayez d'abord de commenter ceci, histoire que ça ne nous génère pas des erreurs. On utilise la fonction entrée de TechInter fenêtre. Et maintenant, on donne la taille de la fenêtre. Vous voyez de quoi je parle.
font. D'abord, on ne donne pas la taille, mais on utilise le font. On dit toujours que c'est time. Et que la police est 14. Et on veut maintenant que le test qui sera au niveau du champ soit en noir. Maintenant, qu'on peut, je ne vois aucun champ sur l'interface. C'est tout à fait normal. Vous pouvez rien voir parce on a créé le champ, mais on n'a pas placé sur l'interface. Donc pour le placer, on utilise plus et le mettre x égale à 0 toujours. Et le y, on sait que comme le y joue sur l'axe des ordonnées sur la verticale, c'est qu'on veut descendre en x, en y du moins. Comme le premier était déjà y égale à 0, si je mets encore le y là est égal à 0, vous verrez ce que ça va faire. Vous voyez que les deux seront confondus. Donc le mieux c'est que je fais un peu en bas pour pouvoir placer mon champ 1. Voilà. Je suis un peu allé en bas. Et c'est bon. Maintenant, c'est pas cette rendu que nous voulons avoir. Nous voulons avoir comme rendu. Nous voulons avoir ceci. Devant le champ, nous voulons avoir entrer la valeur de n. Et après ça, maintenant, devant le label, entrer la valeur de n, nous voulons maintenant avoir le champ, la case qui est là. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'avant même, on constate maintenant qu'avant même de créer le champ, nous allons d'abord créer un label encore. Voilà, un label 1 qui veut dire label, comme est sur la fenêtre, on met le test à entrer la valeur de 1, entrer la valeur de n. On met toujours, on fait un copie, on vient ici, on copie tout ce qui est là, on copie la même chose et on colle là. Voilà. Et maintenant, on essaie de le placer, on fait le label point place, on le met à x égale à 0, on le met pour y égale à 100, voilà, on va le mettre. Donc quand je mets ça là, je vois là que le test entrer la valeur de n est quelque part en bas là. Maintenant, c'est pas sur le même alignement que le champ. Or, pour pouvoir mettre deux choses, deux widgets sur le même alignement, ils doivent avoir le même y. C'est-à-dire que la même valeur de y. Vous allez voir que si je mets par exemple, je mets maintenant le champ, le y du champ à 100, vous verrez que ok, je ne vais pas arrêter le programme. Voilà. Donc si je mets maintenant le y est égal à 100, on ne voit plus le label entre la valeur de n. C'est parce que les deux sont confondus qu'on ne les voit pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On essaie maintenant de les déplacer. C'est-à-dire que le champ là, le champ x, on va le mettre à 100 pour voir ce que nous allons voir. Nous voyons que là maintenant, à partir de là, le label entre la valeur de n commence par apparaître. Donc c'est bel et bien le champ qui avait caché entre la valeur de n. Donc pour plus de clarté, nous allons l'augmenter encore en is. Donc nous quittons le is de 100 à 150. Bon, c'est pas encore bon. On vient à 200. À 200, c'est bon. C'est bon. Pouvons le laisser comme ça. Donc, nous allons faire pareil pour le champ numéro 2. Il suffit de faire un copier-coller de tout ce que nous allons faire pour le champ 1 et juste de changer le nom. Au lieu de label 2, nous allons mettre label 1. Au lieu de label 1, nous allons mettre label 2. Au lieu de champ 1, nous allons mettre champ 2. Au lieu de champ 1, nous allons aussi mettre champ 2. Pour effacer ceci. Là maintenant, nous allons aussi effacer la valeur du test qui est là. Là, ça doit être le double de n faux. C'est bon. Et ça doit pas être sur la même alignement. Nous allons juste jouer sur le y et ramener un peu en bas. Pour le ramener en bas, on va juste augmenter de 50.
On voit que c'est bien bon. Maintenant, le champ aussi, on doit augmenter aussi les champs de 50. Donc, ça va faire 150. Là, on est bon. Maintenant, on va créer maintenant un bouton. Qui va nous permettre de calculer le double sur lequel, avec ce bouton, si on appuie sur le bouton, ça va nous calculer le double. On répète la même chose. On fait copier-coller des fonds. Je vous ai dit que la personnalisation, c'est la même chose. Tout ce qu'on fait, les widgets, c'est quoi? C'est un label, les centrés, les champs et les boutons. Tout ce qu'on fait au label, on peut le faire au centré et on peut également le faire au bouton. Donc, pour placer le bouton, j'essaie de le mettre en bas. Et pour le mettre en bas, je peux tout mettre. Regardez, le x égale à 0. Et je joue juste sur le y. Le y, c'est pour aller de. C'est pour jouer sur la verticale. Comme le bas, comme on veut aller vers le bas, on essaie juste d'augmenter la valeur de y. Le y est égal à 200. On voit que le y est là. Je peux l'augmenter en x pour que ça ne colle pas trop le bord gauche. Je le mets à 150. Quand on le met à 150, on voit que ça c'est un peu centré et ça nous va largement. Nous allons maintenant juste essayer de modifier le background du bouton. Nous pouvons mettre le background du bouton à faire green à minuscule et le test à white, c'est bon. À white, bon. Voilà, là on voit que c'est assez compréhensible. Maintenant, quand on a maintenant quelque chose dans notre champ et qu'on appuie sur calculer, on ne voit rien pour le moment. Donc, on va créer une fonction qui va faire quoi? La fonction sera notée action. On met passe. Le but de la fonction serait de faire quoi? De récupérer l'élément, ce qui est sur le champ 1, de le prendre, de vérifier si c'est un entier. Si c'est un entier, de calculer le double et le mettre dans le deuxième champ. Maintenant, s'il prend l'élément qui est dans le champ 1 et qu'il voit que c'est pas un entier, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche un message d'erreur pour dire que cher utilisateur, veuillez bien entrer un nombre, non une chaîne de caractères. Donc, si c'est compris, nous allons passer à l'action. Pour pouvoir récupérer le nombre, la valeur du nombre qui est entré dans le champ 1. Le champ 1, c'est quoi? Le champ 1, c'est la valeur qu'on entre ici. Par exemple, si je mets 12 là, ma valeur, ma variable valeur que je veux créer va stocker ce 12. Maintenant, il vérifie maintenant que si ce 12 là est un entier, si c'est un entier, il calcule le tout et il affiche ici et ça va donner 24. Mais si ce n'est pas le cas, il va nous afficher un message toujours dans le même champ là, un message disant juste erreur peut-être, et là l'utilisateur sera obligé d'entrer encore une valeur, et si cette valeur est un nombre, le calcul sera donc bien effectué. Donc c'est tout. Au niveau de action, dans valeur, j'écris une variable value, c'est mieux, value c'est mieux. Value va récupérer, value c'est le champ 1, voilà, sera le contenu du champ 1. Value va récupérer le contenu du champ 1. Là, c'est bon. Maintenant, on fait un try except. Un try except, c'est une notion de Python qu'on fait pour pouvoir éviter, pour pouvoir gérer les erreurs d'un seul coup. Maintenant, on fait try un essai maintenant de voir. Bon, je peux laisser ça, mais c'est aussi bon de l'aborder. Donc, pour faire ce try except, ça fonctionne comment? On essaye d'utiliser la variable comme un nombre. Et comme on considère que c'est un nombre, et on change le type, on convertit le type en entier. Maintenant, si la valeur est un entier, donc c'est bon, on peut calculer le double. Donc le double faudra donc 2 fois value. Et pour mettre le double dans notre champ, on va juste faire dans le champ de on va faire champ 2 point insert 0 double. Maintenant, except pour dire que si c'est pas un nombre, au niveau du champ 2, il faut juste insérer le 0, c'est pour dire que à partir du début jusqu'à la fin, mais erreur.
Voilà. Donc, si on appuie sur Home et qu'on essaie d'entrer la valeur pour une valeur de n, par exemple, j'appuie sur calculer, mais je ne vois rien. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait normal. Ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau du bouton, nous allons l'associer à une commande. On fait commande égale à le nom de la fonction action. Voilà. À partir de là, on va compiler le code et qu'on va mettre 12. Si on appuie sur calculer, ça nous calcule bien le double de 12 qui est 24. Quand j'appuie encore sur calculer, je fais un petit constat. Je vois qu'il y a 24 qui se suit. C'est comme si ça calcule le 24, mais ça n'efface pas la variable qui est là avant de calculer à nouveau le double. Donc pour éviter ça, avant même de mettre le double, nous allons vérifier si le champ est vide ou pas. Peu importe si le champ est vide ou pas, nous allons supprimer tout ce qui est dedans, du début jusqu'à la fin. Et ce qui fait qu'on a champ de pointillé entre parenthèses 0,1. Donc on fait pareil au niveau de l'affichage du message d'erreur. Point delete 0,1. Voilà. Quand je compile le code, je vois bien que si j'entre la valeur de 12 et que j'appuie sur 24, ça marche bien. Quand j'appuie encore calculer, les 24 ne se dupliquent pas. Donc quand j'appuie maintenant 10, je vois bien que le double de 10 c'est 20. Quand j'appuie 3, je vois bien que le double de 3 c'est 6. Et c'est bon. C'est tout. Nous pouvons aussi essayer de créer un bouton clear par exemple qui va permettre de nettoyer le champ 1 et 2. Ça va juste permettre de nettoyer le contenu du champ 1 et 2. Et pour nettoyer le champ, on fait champ.delete. Quand on veut nettoyer les deux champs, on fait juste champ1.delete du début jusqu'à la fin, et ça qui fait le 0,n, et le champ delete du début jusqu'à la fin, ça qui fait le 0 jusqu'à n. C'est tout. Donc il suffit juste de copier ce bout de code, parce qu'on vient encore créer un bouton. Et je colle. Et le nom du bouton maintenant, je remplace ça par bouton clear. Et ici, au niveau de place, je fais underscore clear aussi. Au niveau de place, je ramène le place à 100. Et maintenant, je mets juste clear ici. Et au niveau de la commande, je mets clear. Et ça va ouvrir la parenthèse. Et je compile mon code. Je vois bien qu'il y a le bouton clear là. Quand j'appuie 12, quand je tape 12 et que je calcule le taux, quand j'appuie sur clear, ça m'efface le contenu des deux champs. Super. Je vois que les deux champs sont collés. Je peux essayer de diminuer en is en le mettant à is égale à 80. Voilà. Pas d'appuyer sur 12. Calculer, c'est bon. Quand j'appuie sur clear, ça efface les deux. Voilà. Nous venons de finir avec notre première application avec la bibliothèque Tkinter. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième application qui dit quoi? Qui dit de créer un programme Python qui propose à l'utilisateur une fenêtre Tkinter lui demandant de saisir un entier n et lui renvoie tous les diviseurs de n. Donc c'est assez simple. Donc nous allons rapidement écrire le code. Nous rendons dans Visual Studio Code et on crée là un fichier nommé exo2.py. Mais bon, ce que nous allons faire pour ne pas perdre assez de temps, nous allons copier certainement tout ce qui est dans les EXO1 dans les EXO2. Parce qu'on aura besoin de la même chose et on recompile exo2.py. Le contenu de exo2, si vous faites directement la copie, sera identique avec celle de l'exo1.py. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Dans le cas ici, on veut toujours les deux champs, mais on va juste remplacer le test calcul le double d'un nombre réel par calcul les diviseurs d'un nombre réel. Donc, on le fait rapidement. Je remplace calcul le double d'un nombre réel par trouver les diviseurs d'un nombre réel, d'un nombre entier, d'un nombre. Voilà, c'est mieux comme ça. D'un nombre L. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore recompiler et voici ça va nous donner. Une fois que je recompile, c'est bon, trouver les diviseurs d'un nombre L. Maintenant, si l'utilisateur entre la valeur de n, notre deuxième champ est censé retenir les diviseurs de n sont. Donc nous allons changer
le double de n vaut par la diviseur de n vaut val du moins. Ou bien les diviseurs de n sont donc c'est ça, oui. On écrit les diviseurs de n sont. Je compile mon truc. Ça va marcher. Ok, on attend quelques instants. Ok, c'est bon. Là maintenant, on est bon. Maintenant, on laisse toujours le bouton clear, voilà, et le bouton calculer. Tout ça, vous pouvez le personnaliser et le rendre plus joli à votre cuisine. Donc, comme c'est une des applications, sinon le bouton clear, nous pouvons changer pour le bouton clear qui est là, le background, et le mettre en rouge par exemple. Et c'est aussi d'augmenter un peu sa longueur pour que ce soit un peu joli. TTH est égal à 15 par exemple. Là bon. Mais quand en faisant ça couvre totalement le bouton. On peut laisser ça comme ça. Mais vous pouvez changer la couleur comme je l'ai fait là. Donc c'est bon. Maintenant, nous allons maintenant éditer nos fonctions. La fonction clear joue toujours son rôle. Mais la fonction calculer maintenant, dans ce cas maintenant, doit prendre le nombre et calculer tous les diviseurs. Donc nous viendrons au niveau de notre fonction action. On supprime tout ce qui est là. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On récupère valeur est égal le champ 1.get. Quand on fait l'entrée le truc, on fait toujours notre try. Et on voit si c'est un nombre ou pas. Quand c'est un nombre, on le convertit en entier. Et là maintenant, on cherche tous ces diviseurs. On le convertit en entier et aussi. Voilà, c'est bon. Encore en entier. Là pour le moment. Et du fait qu'on a converti en entier, on cherche maintenant ces diviseurs. Les diviseurs de nombre, ce sont les diviseurs. Les diviseurs de nombre, c'est tout nombre qui le divise et la réponse donne un entier. C'est-à-dire, soit on peut aussi dire que on dit que i est un diviseur de n si le mot si la division est de n par i donne un entier et qu'on trouve un reste nul. C'est bon. Donc c'est la même chose, c'est ce principe qu'on va utiliser ici. Donc comme on cherche les diviseurs de n qui est value, on fait maintenant une boucle for i in range partant de 1 jusqu'à ce nombre elle-même. On sait que la boucle for en utilisant range, le range part de n, part du début jusqu'à la fin moins 1. Mais comme nous veut prendre en compte le n, raison pour laquelle on a mis le n plus 1 à la fin ici, pour pouvoir prendre en compte le n aussi. Donc si on voit que c'est pas n, c'est value. Voilà. Là si on voit que bon, pour plus de clarté, on peut mettre n. Voilà. Au lieu de mettre value. Ici aussi n. Voilà. Si on voit que n modulo, ça permet de calculer le reste de la division euclidienne de n par i. Quand on voit que le reste donne 0, alors c'est un diviseur. Alors i est un diviseur de n. Donc on va créer une liste ici, qui est une liste fille. Et quand on voit que c'est un diviseur, on ajoute à la liste là le i. C'est bon. Dans le cas échéant où c'est pas un nombre, on fait tout la même chose. Bon, ceci on le fait directement. On fait champ de point delete. On efface tout sur l'écran d'abord. Et dans le champ, on met insert de 0. Bon, après de 0, on met erreur. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Là, on compile le code pour voir ce que ça va donner. Champ 12 par exemple, j'appuie sur calculer. Ça me renvoie erreur. C'est tout à fait normal parce que on n'a pas encore fini
on n'a pas dit voilà ce qu'on veut avoir. Si le champ, si le nombre est vraiment un entier, on parcourt et on ajoute les éléments à la liste. Après avoir ajouté les éléments à la liste, on va maintenant faire champ 1 en champ 2 de moins point insert après le 0 la liste. Donc, on copie notre code pour voir ce que ça va donner. Ça va avoir toujours erreur. Ok. On se concentre. Pourquoi ça fait ça? Ok. Voilà l'erreur. C'est pas n égale à int de champ 1, c'est int de n. Voilà. Désolé pour l'erreur. Et maintenant, on tape 12 par exemple. Calculer. Voilà. Maintenant, on voit que là maintenant, le champ 2 contient tous les diviseurs de 12. 1 divise 12, 2 divise 12, 3 divise 12, 4 aussi, 6 aussi, et lui-même. Quand on prend un nombre, ces diviseurs, d'abord, ces premiers diviseurs, c'est d'abord 1 et lui-même. Voyez. Et en dehors de ça, maintenant, on cherche les autres diviseurs. Raison pour laquelle notre book for a commencé par 1 et se termine par le nombre elle-même. Mais comme c'est range, on a utilisé, on sait que le range se termine par n-1. Donc, comme on veut prendre n en compte, c'est la raison pour laquelle on a fait n plus 1 à la fin du range. C'est tout. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. On fait un test de 23, ça va avoir tous les diviseurs, ça donne 1 et 23. 45, ça donne 1, 23, c'est pas juste. J'appuie sur clear d'abord. Je mets encore 45. Calculer, voilà, ça m'envoie bien et bien la diviseur de 45. Quand j'appuie encore 40, calculer, ça ajoute la liste encore des diviseurs. Or, ceci, ça peut, on avait vu dans la première application que le fait que ça ajoutait ça comme ça, c'est parce qu'on n'a pas mis le delete du début jusqu'à la fin après qu'il ait calculé le nombre de diviseurs de chaque nombre. Donc, pour éviter ça, au début ici de notre champ, de là où on insère la liste dans le champ, on peut d'abord faire champ 2.delete 0 jusqu'à n. Et quand on le fait, quand on recopie notre code, on appuie 45, calculer, 45 calculer, ça reste toujours la même chose. J'appuie sur clear, je peux essayer encore avec 10. Ça donne mon marché 1, 2, 5 et 10. Voilà, c'est bon. C'est pour toute cette vidéo. Et voilà, on vient de faire le tour de TechInter. Vous savez maintenant comment créer des interfaces graphiques et comment interagir avec elles. Votre devoir est maintenant de reprendre la vidéo autant de fois que vous le pouvez, histoire de les maîtriser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À samedi prochain.